Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débat de la semaine sur la télé républicaine et sur Radio 7. Nous allons aujourd'hui parler de la situation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette crise après le dernier affrontement entre les deux armées. Nous allons parler de la clôture de la session ordinaire au Parlement, ici à Kinshasa, et pourquoi pas un mot sur les personnalités qui ont été désignées par le Parlement pour faire partie de ces 9 personnes qui devront être installées officiellement à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai sur ce plateau professeur Mathieu Kalele Kabila. Professeur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. En face du professeur Kalele, nous avons monsieur Jean-Pierre Kambila. Monsieur Jean-Pierre, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir. D'accord, merci beaucoup. Avant d'aborder ces questions que je viens d'évoquer, d'abord, c'est la Coupe du Monde qui intéresse tout le monde aujourd'hui, chaque soir. C'est un grand rendez-vous pour les sportifs et non sportifs. Professeur Kalele, votre analyse par rapport à ce mondial qui réunit presque tous les continents. Bon, je dis que je ne m'intéresse pas de manière particulière au football, mais ce qui se passe là, c'est quand même une bonne distraction. Je constate que dans le monde entier, le football reste le jeu le plus populaire. Ça mobilise des foules et des foules de tous les continents. Pour ce qui se passe au Brésil, je suis intéressé aux prouesses des équipes africaines. Quand il y en a une qui perd, ça me rend triste. Le cas du Cameroun. Quand il y en a une qui gagne, comme la Côte d'Ivoire, oh, ça me console. Par-delà les équipes africaines, je m'intéresse aussi aux équipes du tiers-monde. Quand il y en a une qui défait une équipe des pays du Nord développés, ça me console. Voilà, chaque soir, quand j'en ai le temps, je suis. D'accord. Alors, monsieur Jean-Pierre Kambila, vous êtes aussi fanatique de football. Oh, disons que j'aime sans être fanatique. J'aime bien, c'est un sport intéressant. J'aime bien. Mon espoir, c'est de voir au moins une équipe africaine au niveau de la demi-finale. Ça serait bien. Ça prouverait que sur ce plan-là également, l'Afrique avance, qu'elle progresse, comme elle progresse sur d'autres secteurs. D'accord, le football uni. Nous allons prendre le premier sujet, cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec le dernier affrontement entre les deux armées frontières. Alors, monsieur Jean-Pierre, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces attaques, derrière toutes ces guerres dans l'est de la République démocratique du Congo? Le Rwanda a-t-il peur de voir les FDLR retourner dans leur pays? Non, je crois que, à mon avis, il faut comprendre nos relations avec le Rwanda à deux niveaux. Un niveau structurel et un niveau conjoncturel. Au niveau structurel, ceux qui s'intéressent à la question savent que depuis très longtemps, la pression démographique au Rwanda fait que les populations d'origine rwandaise ont tendance à vouloir venir vers la RDC. Et ça depuis très longtemps, depuis même avant la colonisation. Cette pression-là, elle a toujours existé. Parce que la pression, oui, démographique de l'autre côté des collines là-bas est quelque chose de réel. Voilà, sur le plan structurel. Et sur le plan conjoncturel, il se fait qu'aujourd'hui, il y a au Rwanda un chef d'État qui ne peut pas vivre s'il ne montre pas, s'il ne met pas en avant le danger.
pour pouvoir vivre politiquement, Kagame a besoin de montrer à son peuple qu'il est en danger, qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de vivre, qu'il y a quelque part des gens qui les empêchent d'avancer. Donc ce sont les Et ces gens-là, on les trouve partout dans l'imaginaire. Aujourd'hui, ce sont les FDLR, demain, ce sera les Congolais. Il faut absolument aller prendre leur territoire. Ici, il a l'impression que ce problème-là est en train éventuellement de disparaître. Il ne faut pas laisser comme ça. Il faut mettre le feu quelque part pour que ce danger-là revienne à la surface. Et qu'on regarde encore ce pays-là et que l'on considère que c'est un pays qui a besoin d'être aidé, que c'est un pays qui a besoin d'avoir du soutien du monde entier. Je crois qu'il faut que nous, Congolais, prenions véritablement conscience de cet aspect-là des choses pour savoir que nous vivons avec un voisin dangereux. Alors, professeur Kalele, par rapport à cette question du Rwanda, République démocratique du Congo, les relations sont toujours tendues. À tout moment, ce sont des problèmes qui surgissent, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Y a-t-il quelque chose qui se cache derrière toutes ces attaques, derrière tous ces affrontements? Oui. Vous savez, depuis la période récente, il y a une très abondante littérature sur l'empire Imatutsi. L'expansionnisme rwando-ougandais. C'est politique, c'est essentiellement économique. Un peu comme la colonisation au siècle passé. Il y a des matières premières au Congo en abondance. Les voisins en manquent. Il faut venir le prendre. Vous savez également, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, que le mémoire de licence de M. Museveni, c'est la théorie de la violence chez Frantz Fanon et son application au Mozambique. Museveni, qui est le parrain politique de Kagame, dit, et avec Kagame, nos modèles, c'est Bismarck et Hitler. Donc c'est la guerre. Maintenant, nous sommes en état de guerre avec le Rwanda. Il faut rester très vigilant. Il faut également savoir que le Rwanda s'est fait l'idée que le Congo est un pays faible. Parce que les Rwandais rebelles, opposants au régime de Kagame, il y en a qui ont émigré en Tanzanie. Mais ils ne s'amusent pas en Tanzanie comme s'amusent ici. On les renvoie là-bas, ils ne résistent pas. Et il faut également savoir que, puisque nous parlons des FDLR, le problème il est très complexe. Les FDLR, ce sont des fournisseurs de matières premières et au Rwanda et à des officiels congolais et à des Européens. Si vous prenez le Vademekom de Serefouli, la milice de Serefouli, il est bien écrit là-dedans que tous les Rwandais qui évoluent au Congo travaillent pour le Rwanda. Il était recommandé au RCD de ne pas les attaquer, mais de les alimenter en armes, en munitions et même en nourriture. De temps en temps, laisser faire des petites incursions au Rwanda pour trouver prétexte afin d'attaquer. Donc, maintenant, nous, on prend le principe des Romains qui veulent la paix, préparent la guerre. Cette frontière-là devrait réellement être sécurisée et on devait y veiller jour et nuit. Il n'y a pas de repli de ce côté-là.
Maintenant, est-ce qu'on peut dire le Rwanda craint que les FDLR soient démantelés? Oui, le Rwanda craint. Pas seulement le Rwanda, mais tous ceux qui vivent de la fourniture des matières premières des FDLR. Donc, ils travaillent et puis ils envoient, et chacun se retrouve dans toutes les actions de FDLR. Oui, parce qu'il a été démontré que les grands acheteurs de ces matières premières résident en Allemagne. L'autre groupe, c'est en Angleterre. Ils fournissent nos officiers militaires. Certains politiciens là-bas ont leur groupe à l'Est qui leur fournit ces matières premières ou qui vend ces matières premières et qui envoie l'argent. Relisez les rapports, le premier rapport sur les pillages. On parle des réseaux d'élite. C'est beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui expliquent par endroits le fait que, contrairement à des attaques surprises, les FDLR sont prévenus. On va vous attaquer, et puis on ne les attaque pas parce qu'il y a une certaine complicité. Le jour où le Rwanda sentira, comme du temps de Mobutu, qui ne peut pas s'amuser avec le Congo, ça va s'arrêter. Il y aura équilibre dans la terreur. Mais si nous continuons à faire de la complaisance comme maintenant, je crois que chaque jour, on pourra s'attendre à être agressé. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Pierre, comme nous parlons des FDLR, on parle de leur délocalisation. Ils seront installés dans la province de l'Équateur. Et à l'Équateur, la population, même les représentants, bien sûr, les députés de l'Équateur, ne sont pas d'accord avec cette décision du gouvernement. Est-ce une manière peut-être de dire que ces gens-là pourront peut-être entrer en contact avec les rebelles qui sont en Centrafrique et puis continuer à attaquer la République démocratique du Congo? Avant de répondre sur la question qui concerne la localisation prochaine des FDLR, j'aimerais quand même, pour que les téléspectateurs ne soient pas induits en erreur, leur dire que cette attaque des militaires rwandais a été stoppée net à la frontière. Alors, si cette attaque a été stoppée net à la frontière, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens pour les empêcher d'entrer. Et ces gens-là, ce n'est autre que les FARDC, c'est-à-dire notre armée. Donc il faudrait peut-être de temps en temps féliciter les compatriotes qui sacrifient leur vie pour notre paix et arrêter de vouloir convaincre tout le monde qu'il n'y a rien qui se fait. Donc c'est une leçon pour les Rwandais. Ils ont compris que ce n'était pas facile. Ils ont compris que ce n'est pas facile et puis ça se passera toujours comme ça. Et que personne ne va se décourager. En tout cas, pas de notre côté. Ça, c'est clair. Maintenant, pour ce qui concerne la délocalisation des FDLR, nous, Congolais, nous devons comprendre la situation, mais aussi chercher à savoir exactement ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est... Nous ne cherchons pas l'humiliation de qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est la paix dans notre pays. S'il est vrai que tous les Rwandais s'occupent d'abord de l'intérêt de leur pays, ce qui est, disons, normal, sauf quand c'est à notre détriment, si nous partons de cette idée-là, l'intelligence politique pousse à tout faire pour qu'il y en ait le moins possible dans cette région-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou les retourner chez eux, et si ce n'est pas possible de les retourner chez eux, qu'est-ce qui reste à faire si ce n'est de les répartir au sein de notre territoire national, dans des endroits où ils ne seront pas nombreux et où ils n'auront pas la masse critique pour créer les problèmes et continuer à violer nos filles et nos femmes, à voler
notre coltan pour l'envoyer au Rwanda. Ça va quand même être extrêmement difficile de prendre l'agriculture de la province de l'Équateur pour l'envoyer au Rwanda. Ça va être extrêmement difficile de prendre le diamant du Kasaï pour l'envoyer au Rwanda. Je vous signale par exemple qu'en Bujimaï, il y a des ex-FDL Oui, qui sont à Luputa. qui en parlent. Pratiquement pas. On n'en parle pas. Voilà. Parce ils ont été localisés loin du champ de l'opération. Et là, on voit que petit à petit, ils s'intègrent dans la société, ils travaillent. Bon, on ne sait pas ce qui adviendra d'ici 20 ou 30 ans. Ça veut dire que nous devons trouver une situation. C'est sûr que si on vient vous dire, il y aura un FDLR demain dans la parcelle où vous habitez, dans telle commune de Kinshasa, vous ne serez pas heureux de vivre avec un assassin. Vous ne serez pas heureux. Donc je comprends très bien que mes cousins là-bas à l'Équateur, ils ne soient pas contents de recevoir les FDLR. Je comprends parfaitement. Voyez-vous? Mais je comprends aussi que les députés de cette région-là, ne voulant pas perdre leur lien avec leur population, entendent la même chanson, vont dans le même sens. Je comprends très bien. Mais dans cette affaire-là, nous devrions abandonner nos réactions psychologiques, j'allais dire de base, pour aller chercher dans la raison. Comment faire pour sortir de cette situation qui est une situation difficile, qui n'aura pas de solution facile. Parce que lorsque nous faisons la guerre, il y a de jeunes gens qui meurent. On m'a dit qu'il y en a 5 là, qui sont morts dans la semaine passée. C'est difficile. Alors, donc, c'est une situation difficile dans laquelle nous n'aurons que des solutions difficiles. Mais il faut avoir le courage de prendre ces solutions pour avancer. D'accord. Professeur Kalele, quelle peut être la solution dans cette affaire de FDLR? Qu'on les retourne chez eux ou bien qu'ils soient installés, ou bien, comme M. Jean-Pierre Kambila venait de le dire, par petits groupes, les envoyer dans les différentes provinces? Non, écoutez, les FDLR sont venus ici. On les a accueillis. Ils ont quitté leur pays de suite de la guerre. Ils sont entrés ici avec femmes, enfants, bagages, etc. La suite, on continue à la regretter. Les FDLR se sont installés ici, se disant opposés au régime de Kigali. On n'a pas appris qu'ils brûlaient les villages au Rwanda, qu'ils violaient au Rwanda, qu'ils tuaient au Rwanda. C'est ici, le pays d'accueil, qu'ils ont commis toutes les exactions. Les gens du RCD ont cohabité avec les FDLR. Ils ont enterré les femmes vivantes. Ils ont fait piler les enfants dans les mortiers. On a dit, on les accueille. Ils sont venus ici, ils ont même été candidats à la présidence de la République, vice-président, ministre, député, etc. Voilà comment ils nous ont payé. Ils ont payé notre hospitalité. Les gens de Kaninchila, les FDLR qui sont là-bas. Mais au cours des années, ils s'installent au Congo, ce qu'on a refusé s'implantent. Mais il n'y a pas qu'à Kaninchila, il y en a à Lubao aussi. Ils s'installent chez nous. Mais ceux qui sont là-bas, moi je crois, ils devraient d'abord répondre de leurs crimes au Congo pour faire justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien ils ont tué? Combien ils ont violé? Etc. C'est un problème de justice. Ils sont acculés. Oui, nous connaissons Taganda. Il a commis beaucoup de crimes. Il a capitulé. La CI,
ce qu'on a encore là. La CPI, Cour pénale internationale. Oui, mais elle ne l'a pas laissé. Venez d'abord répondre de vos crimes ici. Mais au Rwanda, on leur dit, oui, vous pouvez venir, mais vous répondrez de vos crimes là-bas. De toutes les façons, nous, on s'oppose à ce que, ayant commis des crimes au Congo, ayant abusé de notre hospitalité, tenant compte de ce que les autres ont fait, parce que les gens du RCD, ils appuyaient ici ouvertement le M23. Oui. Ouvertement. Eux là, pourquoi on les mettrait à l'Équateur? Qu'on leur trouve un autre pays, ou qu'ils aillent en affaires ou au purgatoire et tout ça? Non. Ça, c'est vouloir se moquer de nous. C'est même contre les principes de la lutte contre l'impunité. Ils n'ont pas leur place au Congo. Ils ont trop abusé et qu'ils aillent où ils veulent. D'accord, d'accord. On prend le deuxième sujet. Ça concerne la session ordinaire de mars au Parlement. Les députés sénateurs sont en vacances depuis le 15 juin dernier. Alors, Monsieur Jean-Pierre Kambila, quelle analyse faites-vous de cette session qui vient de se clôturer? Je vais répondre à la question, mais je crois qu'il faut quand même préciser une chose. Il va de soi qu'il faut faire la part des choses. Les FDLR, qui sont des génocidaires, le Congo n'a pas l'intention et ne doit pas avoir l'intention de les garder ici. Parce que celui qui est responsable de crimes contre l'humanité doit payer. 1. 2. Les FDLR qui sont responsables des viols et des actions de toute nature commis sur nos populations doivent être arrêtés, jugés. Mais il existe des Hutus rwandais qui sont chez nous, qui ont 18, 24, 30 ans. Il y en a même qui sont nés ici, qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec tout ça. Moi, c'est de cela que je parle. Je ne suis pas ici pour protéger les génocidaires, mais il faut qu'on soit clair. Ce que j'ajouterais, c'est de dire ceci, c'est que dans le coût que le Congo est en train de payer, il a déjà beaucoup payé notre pays. Il faudrait aussi que la communauté internationale se rappelle que c'est elle qui a, au travers de l'opération française qu'on a appelée l'opération turquoise, amené les Hutus ici. Est-ce qu'il est éthiquement acceptable que ce soit le Congo tout seul qui porte le fardeau et qui portera ce fardeau encore pendant longtemps? Parce que cette affaire ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Pour avoir été au Rwanda un certain nombre de fois, de par mon métier, je sais qu'au Rwanda, ils envoient des messages ici, parmi ces Hutus-là, pour leur dire parfois, mais ne venez surtout pas ici, parce qu'il n'y a pas de place pour vous. Parce que la maison que vous occupiez, la maison qui était celle de votre tante, celle de votre papa, celle de votre mère, est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Ici, il n'y a pas de place. Faites tout pour rester là-bas. Mais alors que ceux qui nous ont amenés ces gens-là, et la suite dans les idées, le Congo ne peut pas, lui tout seul, porter cette fardeau. Même si je pense que le Congo, faisant partie de l'humanité, doit aussi partager ce fardeau. Alors, revenons maintenant à la session. Oui, la session. Bon, nous avons eu une session qui se termine, qui a fait son travail. Il y a eu quelques avancées du point de vue des lois, parce que c'est l'essentiel du travail du Parlement, c'est la production des lois, le contrôle du gouvernement. Vous vous rappelez qu'il y a des questions très importantes qui ont été posées, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, notamment cette affaire de l'ouverture des comptes
dans des banques commerciales. C'est un débat important d'où nous attendons les résultats de la commission d'enquête qui a été mise en place. Il y a des lois importantes qui ont été votées. Je pense que les parlementaires ont fait leur travail. Maintenant qu'ils aillent se reposer et rendre compte dans leur circonscription d'origine. Et nous les attendons pour la suite, parce que le travail parlementaire ne s'arrête pas. Alors, surtout en ce qui concerne le contrôle parlementaire, professeur Kalele, chaque fois qu'il y a une motion, une question orale avec débat, question d'actualité, on formule des recommandations. Et pourquoi ces recommandations ne sont pas donc appliquées par les ayants droit? C'est ça la question. On peut voter des lois par cargaison. Le problème, ce n'est pas de les voter. Le problème, c'est de les appliquer. Or, même du temps de Caméré, on se plaint du fait que l'exécutif n'applique pas ces lois et même les recommandations. Du temps de Mobutu, vous vous en souvenez, on a fait un inventaire des résolutions prises, non appliquées, appliquées à moitié, appliquées au tiers. C'est une façon de travailler. Les sessions se succèdent, mais elles se ressemblent toutes. En ce qui concerne le contrôle parlementaire, je crois que c'est devenu un théâtre. Les gens passent, ils parlent, ils rivalisent d'éloquence, et à la fin, les gens du gouvernement ou les PDG de société sont lavés par la majorité. À quel jeu nous assistons? À quel jeu? Des fois même, on trouve que, nous avons fait une étude là-dessus, qu'il y a des interpellations qui sont négociées. Monsieur le ministre tel, je vais vous interpeller. Voici les questions que je vais vous poser. Le ministre doit bouger. S'il bouge, bon, on dilue. Ce sont des pratiques à la majorité comme à l'opposition. On en a vécu. Oui, c'est les dindons de la farce, c'est qui? C'est la population. C'est la population. Dans ce jeu-là, on est tellement habitué qu'il y a de plus en plus, au moins ceux que moi je fréquente, qui ne suivent plus les débats au Parlement. Parce qu'on trouve que ça ne va déboucher sur rien du tout. Je crois que cette session ou la précédente, on a vécu des choses étonnantes. C'est Matata qui est interpellé. Les gens signent, opposition comme majorité, et la veille, on retire la signature. Quand vous demandez pourquoi vous avez retiré, je n'avais pas lu. Tout ça, ce sont des amusements. D'accord. Merci, professeur Kalele. On termine par cette question de la Cour constitutionnelle. Les 3 personnalités ont été désignées par le Parlement. Ces 3 personnalités pourront constituer, bien sûr, l'équipe de 9 qui pourra, bien sûr, diriger la Cour constitutionnelle. Monsieur Jean-Pierre Kambila, un mot par rapport à ces 3 personnalités que le Parlement a donc désignées. Si vous permettez, encore une fois, on y va rapidement parce que, oui, 30 secondes. 30 secondes de marche arrière. On va terminer par là. Vous voyez, il ne suffit pas que les intellectuels, comme le professeur Kalele, lorsqu'ils émettent des critiques sur le fonctionnement de nos institutions, comme le Parlement, et quand ils ont des... Ça me semble être plus qu'une appréhension, c'est quasiment une certitude. Mais il faut dénoncer. Pourquoi on ne dénonce pas dans ce pays? Il faut dénoncer précisément. Il faut qu'on ait le courage, surtout lorsqu'on est à la tête d'un parti politique, professeur Kalele. Si vous savez qu'un tel a été
corrompu, parce que en fait c'est ça, et qui n'a pas agi jusqu'au bout, il faut le dénoncer clairement. Surtout que, si j'ai bien entendu, il s'agit des gens qui viendraient autant de la majorité que de l'opposition. Oui. Et alors, nous avons quand même intérêt à ce que ce pays commence à fonctionner normalement. Alors, ayons le courage de dénoncer, de nous battre pour que ça change. Bien. Maintenant, la Cour constitutionnelle, on parle de ces 3 personnalités, professeur Mbundawe, professeur... les 2 autres noms sont partis. Oui, bon, il se fait que je connais les 3. Wassenga. Oui, je connais Maître Wassenga, je connais le professeur Banyakou. Je connais moins le professeur Vundawe, mais c'est quelqu'un que je regarde de l'extérieur, l'ancien. Bon, je vois le courage du Parlement congolais à réconcilier au travers de cette cour les 2 grandes tendances de l'histoire récente de notre pays. Il y a quelqu'un qui est un mouritiste connu en tant que tel, qui a travaillé avec l'ancien président de la République à un très très haut niveau, qui entre là. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un signe que le Congo assume son histoire et s'ouvre à un avenir qui concerne véritablement tout le monde. Ça, je crois que c'est un bon signe. Bon, maintenant, espérons que ils iront là-bas avec non pas l'esprit de dénoncer tout simplement au niveau oral comme nous le faisons ici, mais de travailler véritablement pour que ça change. Que les lois du pays soient respectées. Oui. Alors, professeur Kalele, par rapport à la question, les personnalités, je suis certain que vous connaissez les 3 personnalités mieux que quiconque. Oui, je connais les 3. Oui. Je sais également qu'il fallait mettre à un moment donné en place une cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation, comme le Conseil d'État, etc. Ça arrive. Mais j'avoue qu'à ce stade, je n'ai pas encore tous les éléments sur la procédure de désignation. J'entends des murmures qu'il n'y a pas eu appel officiel à candidature. Ça se fait en coulisses, cette affaire-là. J'attends et je vérifie que cette question, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour. Ça tombe en dernière minute. D'ailleurs, à la veille même, il y a eu trop de supputations, trop de rumeurs. Le président de la République va venir, il va parler, et nous avons consulté la Constitution, ainsi de suite. Il y a eu trop de spéculations. Ce qui me pousse à croire, pour le moment, qu'il y a trop de brouillard pour que je me prononce ouvertement. Je sais également qu'il se raconte que le 3e là, c'est Wassenga, à sa place, c'était Maître Kamukuni qui était proposé, qui aurait été débarqué en dernière minute pour un autre poste. D'accord. Voilà, laissez-moi continuer mes recherches. D'accord. Merci beaucoup, professeur Kalele. Merci, monsieur Jean-Pierre Kambila. Merci à vous. Téléspectateurs, vous avez suivi toutes ces analyses et aussi, vous avez aussi des points de vue. Le numéro, c'est le 081 922 55 11. 081 922 55 11, le numéro par lequel vous pouvez aussi intervenir dans cette émission, donner aussi vos différents points de vue par rapport aux questions que nous analysons. Merci encore une fois à Pati Alouma qui était derrière la caméra. Merci à Eddy Diakanoa et pourquoi pas aussi à André Ndjeka. Mesdames et messieurs, on va se retrouver lundi prochain pour le compte du nouveau numéro de débat de la semaine. Encore une fois, merci et surtout merci de votre fidélité sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir.